Voilà, nous nous retrouvons donc pour l'hebdo des éditorialistes. Juste après le jingle introductif, les invités sont déjà sur place. Nous allons les retrouver tout de suite. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Théodule et bonjour à tous les téléspectateurs. Et auditeurs aussi. Et auditeurs de Océan FM qui nous suivent en ce moment. Voilà. Syriac Dekenou, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs de Télé Océan FM. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de Bénin de Émergence Info. Et Félicien Fayon, du matinal, nous aurons avec nous le troisième invité qui va nous rejoindre d'ici là, Josué Mehouenou de La Nation. Il va nous rejoindre. Et nous commençons tout de suite par Syriac Dekenou. Quelle est l'actualité qui vous a marqué dans cette semaine? L'actualité qui m'a marqué au cours de cette semaine, c'est le coût élevé de la vie au Bénin, c'est-à-dire la cherté des denrées de première nécessité. Aujourd'hui, il est à noter que certains produits de première nécessité, quand même, disons, coûtent vraiment cher. Il y a eu une flambée des prix. Vous prenez par exemple le gari, le kilo de gari est désormais à 500 francs. Vous prenez le maïs, le kilo est à 250, voire même 300 à certains endroits. Le prix du poisson, le kilo, passe à 1200, le aileron après de 2000. Donc il faut vraiment noter que nous assistons quand même, disons, à une cherté de la vie qui peut quand même s'expliquer de plusieurs façons. Mais étant un citoyen béninois et étant confronté quand même, disons, à cette dure réalité, parce que c'est pas facile aujourd'hui de pouvoir nourrir les uns et les autres, de pouvoir quand même, disons, satisfaire les besoins des uns et des autres. Ajouter à ça, j'ai voulu qu'on aborde ce sujet-là pour quand même faire le parallélisme, pour quand même, disons, établir une comparaison entre l'évolution du SMIC en République du Bénin et quand même, disons, l'évolution du coût de la vie en République du Bénin. Oui, mais cette charité, c'est vrai, les raisons ont été évoquées par les spécialistes, par les uns et les autres, mais on a compris que ce ne sont pas les producteurs qui sont, en fait, les agriculteurs, les producteurs qui sont à la base de cette charité. Ce sont les intermédiaires, parce que quand vous venez, vous allez par exemple au village, à Diakotomé, à Plahoué ou dans Boycon, au fait fond de Boycon, vous trouverez, vous n'allez pas acheter la mesure du maïs à 300 francs. Non, vous savez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. C'est vrai qu'on a eu le porte-parole du gouvernement qui était sorti et qui a quand même, disons, expliqué quelques-unes des raisons qui sous-tendent cette flambée des prix de première nécessité. Cependant, il faudrait souligner que nous sommes dans un environnement où le gouvernement a beaucoup plus besoin d'adopter une politique incitative à la culture des produits, vivriers, parce que c'est véritablement difficile aujourd'hui de comprendre cette flambée des prix qu'il y a. Je ne partage pas forcément votre avis lorsque vous dites que dans certains coins reculés du pays, que que le prix de ces denrées-là ne sont pas 300 francs, 400 francs, ne sont pas forcément, c'est-à-dire l'augmentation que l'on pourrait peut-être noter dans les régions éloignées, c'est-à-dire les campagnes, par rapport à ici, ne serait pas quand même, disons, une augmentation aussi explosive par rapport à... C'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une situation où il faudrait véritablement avouer que il faut que le secteur soit vraiment réglementé. De par le passé, je me rappelle en 2019, je crois, le gouvernement avait même fait sortir un communiqué à travers lequel on a reconnu que le Bénin était en surproduction de produits vivriers. Mais pourquoi est-ce que 2 ans plus tard, aujourd'hui, on assiste quand même, disons, à ce phénomène-là, et il y a même certains denrées qui n'existent pas. Ouais, il n'y en a pas sur le marché. Donc, le marché béninois aujourd'hui est un marché où les prix ne sont pas forcément régulés. Et tout part déjà quand même, disons, de la politique mise en place par le gouvernement pour pouvoir faciliter la production de certains produits vivriers. Et sur le marché, il est aussi nécessaire qu'il y ait quand même, disons, de suivi au niveau de la fixation de ces prix-là. Parce que
on est dans un environnement, même si on dit que nous sommes dans un environnement de concurrence pure et parfait, il faut quand même, de concurrence pure et parfaite, il faut quand même, disons, faire remarquer que s'il n'y a pas de suivi, il est plus facile à n'importe qui de sortir et de pouvoir quand même, disons, fixer les prix comme celui-là l'entend. Cependant, l'autre aspect de la chose qu'il faudrait quand même, disons, faire remarquer, c'est le fait qu'au Bénin, le SMIC est à 40 000 francs CFA. On a eu une augmentation du SMIC de 30 000 à 40 000. Je crois que c'était en 2014. Et depuis, le SMIC n'a pas augmenté. Ce qui voudrait dire, alors que le coût de la vie au Bénin, pendant ces 7 dernières années, a véritablement augmenté. Donc, le plaidoyer, c'est que les associations des travailleurs, de façon conjointe avec le gouvernement, puissent véritablement repenser à la nécessité d'améliorer le SMIC au Bénin. Parce que si le SMIC au Bénin ne suit pas, c'est-à-dire si la masse salariale, si le SMIC au Bénin ne suit pas l'évolution ou bien quand même, disons, l'évolution du coût de vie en République du Bénin, c'est qu'on peut tout faire, mais on aura toujours dit que parce que le pouvoir d'achat du Béninois doit être véritablement conséquent. Et si le pouvoir d'achat du Béninois n'est pas conséquent, par exemple, vous gagnez 40 000 francs CFA, alors que vous savez que vous n'êtes pas véritablement en mesure, au regard de l'évolution du coût de la vie. Au moment où le SMIC a été fixé à 40 000 francs CFA, le gari, ça coûtait le kilo, ça coûtait 150. Mais aujourd'hui, c'est déjà à 500. Le riz et bien d'autres produits. C'est quand même une situation qui va donc, c'est une situation véritablement... Quelques jours ou quelques semaines. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est le fait que même si la situation, elle est stabilisée par la suite, elle ne redeviendra pas comme ce qu'elle était. Disons en 2014 où la nécessité était d'augmenter le SMIC. C'est pour dire quoi? Je suis en train de faire ce parallèle-là pour que l'on puisse véritablement veiller à ce que le coût quand même, disons, de la vie qui augmente entraîne aussi de facto une augmentation quand même, disons, des salaires au niveau des travailleurs, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Très bien. Oui, Félicien, votre avis sur la question, la flambée des prix des denrées alimentaires? Mais je pense que les techniciens, comme vous l'avez dit, ont déjà vidé ce sujet. Toutefois, il convient quand même, à défaut de connaître les vraies raisons, sinon les vraies sources de ce problème, de cette augmentation des denrées alimentaires, il convient quand même de surfer un peu sur les éventuelles solutions qu'il faut trouver. Parce que nous ne sommes pas en France, nous sommes au Bénin, nous sommes à Cotonou, et Cotonou qui n'est quand même pas... en dehors de Cotonou et certaines villes, on a quand même des campagnes qui nous entourent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si les différents programmes mis en place par le gouvernement pour encourager la production agricole, si des gens adhéraient à ces programmes-là, parce qu'il faut avouer que c'est pratiquement sans condition, si chacun adhérait à ça et faisait cet effort-là, je pense que le coût des produits, des denrées alimentaires ne nous dirait rien. Je veux donner un exemple. Je suis journaliste. Je travaille, je gagne un peu d'argent. Je viens d'un village qui est peut-être à environ 200 km de Cotonou. Si je m'arrange pour avoir chez moi dans mon village, d'accord, peut-être 1 à 2 carrés ou bien à cela, et que je sacle, je travaille ça chaque année, je suis sûr que cette année-là, je n'aurai pas à payer du maïs. Et donc le maïs peut être vendu à 10 000 francs le kilo, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat. Même si on augmente, à l'heure où nous sommes, le président de la République prend un décret pour augmenter, amener le SMIC à 80 000 francs. Est-ce que c'est ça qui entraînera la chute des prix des produits alimentaires? Je crois que non. Ça ne va pas entraîner cela. Tu vas prendre tes 80 000, mais aller vider ça dans le maïs qu'on vend cher, dans le gari qu'on vend cher. La solution ne serait-elle pas d'encourager la production agricole, sinon de suivre le mot d'ordre du gouvernement à travers donc la production agricole, à travers donc l'agriculture, parce qu'il y a aujourd'hui un fonds, le Fonds national de développement agricole qui est là aujourd'hui, ouvert à tout le monde, où vous pouvez aller chercher de l'argent et donc développer des filières agricoles à votre gré. On vous accompagne dedans. Et pour au moins avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Si chacun pouvait faire cet effort-là de son côté, je pense que ceux qui aujourd'hui sont à la base de cette flambée des prix, puisqu'il a été démontré qu'il y a également les intermédiaires qui font de la surenchère sur le marché, ceux qui sont à la base de cela et qui ne font que peut-être construire des boutiques
dans des grandes villes et ils vont vider au niveau donc, de nos populations à la base les produits et venir maintenant les vendre cher ici. Ben, ils vont, pas qu'ils vont perdre, mais c'est qu'ils vont se fatiguer. Et chacun va se référer à ce qu'il fait. C'est vrai, tout le monde ne peut pas le faire. Mais si quand même le plus grand nombre retournait quand même faisait un effort de travailler la terre, ce problème sera réglé. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui où il y a quand même l'autosuffisance alimentaire parce que il y a eu une forte production à leur niveau. Donc cette histoire qui est intervenue doit interpeller l'attention des uns et des autres. Que nous soyons cadres de l'administration, que nous soyons opérateurs économiques ou commerçants, nous devons penser nous-mêmes là à travailler la terre, à cultiver la terre pour nous assurer nous-mêmes d'avoir une autosuffisance alimentaire et donc de surcroît faire en sorte que tout le pays ne souffre pas. Moi, c'est sur ce point que moi, je pense qu'il faut analyser la situation et ne pas chercher à dire c'est telle personne. Et parce que la cherté des prix, je crois que c'est depuis l'année dernière, hein, c'est pas cette année seule. Le gari l'année dernière, à pareil moment, était cher, n'avait pas connu une baisse de jour, c'était bien cher. Et on croyait que cette année, des gens allaient augmenter la production pour que les coûts baissent. Malheureusement, il n'y a pas eu les pluies. Honnêtement, il n'y a pas eu les pluies comme cela se doit. Parce que on nous présente certains résultats, mais ce n'est pas dans toutes les zones que les gens produisent du manioc. Donc il n'y a pas eu les prix comme cela se doit. Ce qui a entraîné la hausse des prix que nous avons quand moi j'étais le dimanche dernier à Paris, moi j'étais dans le Koufo, où j'étais à Azové. J'ai payé du maïs, une quantité de maïs que j'avais l'habitude de payer à 4 000 francs, je l'ai payé à 7 000. Je l'ai payé à 7 000 à Azové. Une zone où quand même, c'est vrai, c'est un marché, mais c'est une zone qui est à moins d'1 kilomètre des zones de production. Bon, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de pluie. Et j'ai vu des maïs qui sont grillés complètement dans les champs, des épis de maïs dans les champs parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Donc, ce qu'on dit là, c'est que c'est possible même que l'année prochaine, à pareil moment, nous vivions encore les mêmes choses. Donc, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat, ce n'est pas un problème de SMIC. C'est vrai, le SMIC, l'année, il faut l'augmenter, mais pour moi, ce n'est pas ce problème-là. Mais c'est qu'est-ce que nous faisons pour d'abord moderniser l'agriculture et puis ensuite accroître la forte productivité des produits vivriers. Très bien. Oui, je vous l'annonçais donc et il nous a rejoint Josué Merouinou. Bonjour Josué. Bonjour Théodule, bonjour aux confrères sur le plateau. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes du service public La Nation, du quotidien La Nation. Merci exactement de répondre à notre invitation et directement on vous passe le témoin, la flambée des prix des denrées alimentaires. Quel est votre avis sur la question? Non, je pense qu'il y a un paradoxe énorme sur la question avec le développement que le sujet connaît aujourd'hui parce que ces dernières années, on a quand même annoncé au Bénin des chiffres plutôt très intéressants par rapport à la production agricole. Et donc, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'au moment où le Bénin semble mieux produit que par le passé. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là subitement que nous assistons à cette hausse-là, à cette flambée-là des produits sur le marché? Donc pour moi, il faut interroger plusieurs facteurs. Il faut d'abord commencer à se poser la question de savoir est-ce que réellement les producteurs ont produit comme ils ont l'habitude de produire. La réponse à cette question, me semble-t-il, est à la négative parce que Félicien Fagnon a commencé par le dire tout à l'heure. Il semble que les producteurs n'ont pas eu vraiment la faveur de la pluviométrie et donc cela justifie déjà quelque part le fait. Donc certainement ils ont produit mais le facteur pluie. Ils ont produit mais certainement que les récoltes n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ce qui est sûr, je pense que dans les jours à venir, les personnes les plus indiquées, les techniciens nous donneront peut-être davantage d'informations pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'on assiste à cette situation-là. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de production céréalière, actuellement, quand même, le Bénin occupe une certaine place, le Bénin fait beaucoup d'efforts et que le Bénin est entouré de pays qui affichent des besoins énormes par rapport à ces produits-là. Et donc, c'est facile pour nos voisins de venir quand même sur nos marchés avec du cash, peut-être même avec plus de liquidité que les populations locales pour pouvoir repartir avec ces produits-là. Parce que vous savez, lorsque la faim tape à la porte, on oublie beaucoup de choses pour rapidement chercher où est-ce qu'il faut aller trouver les produits. Donc je pense que en cherchant, on doit également pouvoir justifier cette hausse-là à laquelle nous assistons par ce phénomène-là également parce que nous avons quand même autour de nous des pays qui ont un certain pouvoir d'achat dont les habitants peuvent facilement venir proposer peut-être 200 francs là où la mesure est vendue à 150 francs
dans la seule logique de pouvoir repartir avec le produit. Donc je pense qu'il y a également ce facteur-là qui peut justifier la hausse auquel nous faisons face sur le marché, sans bien évidemment et perdre de vue que le producteur qui a souffert, qui a produit son maïs, son manioc, ses céréales, veut le vendre plus offrant. Donc si sur le marché local, ce qu'on lui propose est en deçà de ce que vient lui proposer l'acheteur, entre griffes venu d'ailleurs, je pense que logiquement le vendeur cédera son produit à celui qui vient lui proposer mieux. Donc il y a autant et donc dans ces conditions, qu'est-ce que vous proposez qu'on puisse faire pour contrôler tout ça? Non, je pense que depuis toujours, on a quand même essayé d'une certaine manière de lutter contre ce phénomène-là, parce que n'oubliez pas que l'agriculture chez nous est subventionnée d'une certaine manière, les intrants sont subventionnés, donc ça n'arrange pas forcément le pays que ce qui est produit soit cédé en grande partie aux populations avoisinantes, aux populations qui nous entourent. Et donc, pour moi, le plus important, c'est d'abord de faire en sorte de trouver la manière pour soulager la peine des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'agriculture a évolué de telle sorte que même lorsqu'il n'y a pas de pluie, on puisse trouver la manière d'irriguer les champs pour que les récoltes puissent être meilleures. Je pense que nous avons la technicité qu'il faut, nous avons les compétences qu'il faut pour aider nos producteurs. D'abord, améliorer les conditions de travail dans les champs. Parce qu'on ne peut pas, en 2021, continuer pas à accepter que toute la production se fasse à la houe, à la daba, que les champs continuent d'être saclés au coupe-coupe. Je pense qu'on a aujourd'hui la possibilité de mécaniser davantage le secteur agricole du Bénin. Donc pour moi, il faut d'abord partir de là et ensuite aider les paysans avec des techniques modernes à pouvoir irriguer les champs sans attendre forcément les pluies. Je pense que tous ces facteurs-là permettront d'améliorer la productivité, et si elle est améliorée, si le rendement est meilleur, je pense que nous souffrirons moins, nous autres acheteurs et consommateurs, à pouvoir débourser ce qu'il faut. Pour ce qui est sûr, je crois fermement qu'aujourd'hui, au niveau du secteur agricole dans notre pays, on a les compétences qu'il faut pour aider à régler ce genre de problème. Donc pour moi, ce n'est qu'une question de temps, tout devrait pouvoir se normaliser. Très bien. Syria a certainement autre chose à ajouter écoutez, vous savez, moi je dis ce problème d'augmentation des prix, ce problème de cherté de la vie est un problème qui au cours quand même, disons, de quelques cycles de production, ça revient à chaque fois. Et j'ai parlé tout à l'heure et j'ai insisté sur le fait qu'au-delà de ces politiques incitatives, quand même, disons, à la production agricole, ou bien de ces politiques qui tendent un tant soit peu à pouvoir quand même, disons, maîtriser nos frontières qui sont poreuses et qui deviennent parfois des couloirs quand même, disons, de transit pour que certains produits vivriers quittent le territoire national vers certains pays qui ont des difficultés à produire. Au-delà de tout ça, il faut aussi que l'on puisse penser véritablement à comment on peut faire pour améliorer le pouvoir d'achat du Béninois. Et ça, c'est vrai parce que le coût de la vie augmente au Bénin. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Il y avait un certain nombre de choses. Par exemple, le gari. Le gari, autour des années 2010-2011, ça coûtait 150 francs le kilo. L'augmentation, même parfois 100. Attendez. C'est-à-dire, ça dépend. En fait, c'est-à-dire, je le dis au regard quand même, disons, du fait que le SMIC qui est fixé, c'est en fonction de ça que les opérateurs économiques, que ce soit dans les secteurs publics ou privés, quand même, disons, payent les salariés. Vous voyez, le loyer, par le passé, il vous est véritablement possible de louer quand même, disons, chambre-salon à 15 000 dans Cotonou. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Même, disons, avec 30 000, vous avez de la peine à trouver. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, il faut que conjointement à toutes ces mesures qui tentent quand même, disons, à améliorer la productivité, c'est-à-dire la production agricole, que ça soit quand même, disons, dans tous les secteurs, que l'on puisse également aussi veiller à l'augmentation du pouvoir d'achat du Béninois, parce que même si l'on essaye de normaliser les prix, la normalisation des prix ne va pas entraîner le fait que un produit que vous payez peut-être, disons, à tel prix aujourd'hui, coûtera quand même, disons, aussi moins cher que en 2010 ou bien en 2005. Jamais. Oui, c'est Félicien. Oui, bon, je pense que la thèse évoquée tout à l'heure par Choussoué me paraît très importante, parce que nous sommes effectivement entourés de pays voisins qui, c'est sûr, les techniciens détiennent les chiffres, qui certainement viennent aussi vider les productions de nos paysans. C'est possible parce que effectivement, il a été évoqué que nous avons occupé un rang important en matière de production
le vivrier. Mais comment se fait-il qu'il y ait encore cette flambée de prix? Ça veut dire que des gens viennent certainement vider ce que nous avons produit. Donc il y a lieu là peut-être que le gouvernement revienne. On ne va pas empêcher les autres de venir acheter ce que nos gens produisent, mais c'est de développer peut-être cette ancienne politique-là à travers la mise en place des boutiques témoins. Si ça avait été concluant, je ne sais pas, mais de toutes les façons, ça avait quand même aidé. Non seulement les producteurs qui produisent eux-mêmes, le gouvernement vient acheter chez eux, stocke cela, et puis revendre ça aux populations après à un prix quand même acceptable. Ça aussi, ce ne serait pas mauvais. Ça avait quand même permis de régler un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas qu'on empêche, parce que nous ne pouvons pas empêcher les gens de venir acheter. Le Niger peut venir chez nous, le Burkina, ils peuvent venir acheter chez nous. Ça arrange d'ailleurs nos producteurs. Et le Bénin, le gouvernement béninois travaille de jour en jour pour améliorer les conditions de production du travail de ces producteurs-là. Donc, s'ils produisent en quantité, on va en exporter et avoir de l'argent. Ça, c'est clair. Il y a une thèse aussi qui a circulé au sein de l'opinion publique et qui aussi a attiré mon attention. Vous savez, avant de venir sur l'émission, j'ai appelé un importateur pour vérifier. Des gens ont tenté de faire croire que c'est à cause de l'augmentation des taxes douanières que certains produits ont connu une augmentation de prix. Parce qu'il y a aussi l'huile qui a connu une augmentation de prix. Donc déjà on dit non, que c'est parce qu'au niveau de la douane, on a taxé les gens, que c'est pour ça. J'ai demandé à un importateur si, comparativement à l'année 2020, la loi des finances de cette année a prévu une augmentation des taxes au niveau de l'importation de ces genres de produits-là. Il m'a dit non, il n'y a pas eu d'augmentation. Que ce qui a été les taxes de 2020 ont été pratiquement les mêmes qui ont été reconduites pour 2021. Et donc cette thèse en réalité, que des gens tentent d'évoquer, de faire croire que oui, parce que notre budget a connu une augmentation, le gouvernement recherche de l'argent, donc c'est pour ça que les importateurs, les commerçants aussi ont augmenté les prix de vente, que c'est pour ça, je pense qu'elle ne serait pas, à mon avis, justifiée. Toutefois, le ministère des Finances est là pour apporter des éclaircissements à ce sujet. Le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, je pense que tous ces ministères mis ensemble, c'est sûr qu'ils sont en train de suivre les commentaires des uns et des autres et peut-être dans les jours ou dans les semaines à venir, feront une sortie pour apporter donc un éclairage au la société. Je dirais aussi ajouter un deuxième tour de table avant qu'on ne passe à un autre sujet. Non, je pense que on a dit l'essentiel par rapport à cette question-là. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un problème à un niveau qu'il faut essayer d'identifier, de déceler pour quand même permettre aux populations de souffler un peu, parce que vous imaginez, lorsque des produits de première nécessité comme le gari commencent par coûter un certain coût sur le marché, vous imaginez bien quelle peut être la peine des populations, aussi bien des populations urbaines que des populations dans les zones périurbaines et rurales. Donc, il faut forcément trouver à quel niveau est-ce que le maillon a fléchi, redresser la pente pour qu'on puisse avoir le soulagement que nous espérons. Très bien. Merci Félicien. De votre côté, quelle est l'actualité qui vous a marqué? Oui, nous avons suivi le Conseil des ministres qui, dans l'une de ses décisions, a liquidé les stations de la SONACOP. Après avoir donc pris un certain nombre de mesures par rapport à cette société elle-même qui, à un moment donné, n'était plus utile pour les populations. Si peut-être au sein de l'opinion publique, certaines personnes peut-être n'ont pas compris la portée de cette décision, je pense que moi ça m'a marqué parce que vous savez que la SONACOP, depuis un moment donné, on se posait la question de savoir mais à quoi est-ce que cette société-là est utile aux populations si elle n'est pas devenue un handicap d'ailleurs pour la fourniture des produits pétroliers alors qu'elle ne devait pas l'être. Je le dis parce que à un moment donné, vous et moi, pour aller nous approvisionner à la SONACOP, ça dit que d'abord c'est peut-être une fois en passant que les produits sont disponibles, et pour avoir accès à ces produits, il faut faire de longues files d'attente pour les avoir, alors que c'est la plus grande société qui a le plus grand nombre de stations au Bénin, enfin, jusqu'à un passé récent. C'est une société quand même de l'État, l'État a une main dedans. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a eu des problèmes de gestion. Je me rappelle qu'en 2016, lorsque ce régime s'était installé nouvellement, j'avais mis la main sur un rapport, je l'avais mis en ligne, et j'avais mis la main sur un rapport qui faisait état de plus de 40 milliards de dettes de la SONACOP vis-à-vis de ses fournisseurs, de l'État, de la CNSS et beaucoup d'autres acteurs. En 2016, c'est le cabinet Deloitte qui a fait l'audit à l'époque.
et plus de 80 dossiers pendant devant la justice. Alors, quand vous voyez une société dans cet état-là, combien l'État pourra encore injecter ou pourra réveiller la société? Est-ce que si on doit injecter 40 milliards pour régler les dettes, régler les 80 dossiers en instance, maintenant régler le problème des travailleurs, faire de nouveaux recrutements, de nouvelles restructurations, avant de disposer d'une société, est-ce que ce n'était pas bon de laisser la main libre au secteur privé, de prendre le contrôle de ce secteur-là pour que la population ait satisfaction? Et vous vous rappelez que jusqu'en 2017-2018, l'essence Payor, c'est-à-dire le secteur informel, contrôlait à plus de 80% la fourniture de carburant au Bénin. 80%. Alors que nous avons une société qui est censée couvrir et satisfaire les besoins pour que le Payor ne vienne pas. Au départ, ce n'était pas ça. C'est pour dire que si aujourd'hui l'essence de la contrebande a pris le contrôle du terrain, c'est à cause des failles de la Sonacop. Donc, il fallait à un moment donné, j'ai flotté avec des gens de l'administration qui avaient même des tickets, des bons d'essence, mais qui n'arrivaient pas à en jouir. Parce que vous allez à la station, on dit qu'il n'y en a pas. Des gens pleuraient pratiquement. Alors que l'État avait fait obligation au service de délivrer ces bons-là aux agents de l'État. Je crois que c'est vers 2019-2020 que le ministre Ouadani a quand même estimé qu'il ne fallait pas continuer, pas faire souffrir les fonctionnaires de l'État. Il a demandé que les gens fassent recours désormais au privé. Ça a été fait, on a vu des privés qui ont commencé par implanter de part et d'autre des stations. Et effectivement aussi, à notre grande surprise agréable, le gouvernement a pris la décision de mettre fin, de dissoudre carrément la société. Et pour donc tout clore, on a vu que les stations ont été liquidées. Et la liquidation, il ne faut pas que les gens prennent ça mal. Les privés ont pris ça. Ça veut dire que dans les tout prochains jours, ou bien dans les toutes prochaines semaines, nous pouvons nous approvisionner au niveau de ces mêmes stations, mais naturellement gérées par des sociétés privées. Donc, moi je pense... Les stations qui sont construites, qui sont plus ou moins proches de nous, mais il y a une pluralité. Oui, la Sonacop, ça fait plus de 126 et 125 stations. Le service qu'ils sont sur tout le territoire national, ils en avaient un peu partout. Mais les privés maintenant viennent prendre ce contrôle-là et il y a encore des constructions d'autres stations qui s'augmentent. Donc, pour moi, ça vient régler un problème. On ne pouvait pas ressusciter cette société-là, on ne pouvait que finir avec elle complètement. Et nous avons aussi appris que les agents de cette société-là, qui ont été donc licenciés, ont reçu aussi, je crois, le paiement total de leurs droits. Il y a une décision du Conseil des ministres qui a également statué là-dessus, qu'ils ont vu leurs droits entièrement payés. Donc la Sonacop est désormais derrière nous, mais en réalité, c'est pour le bien-être des consommateurs de ce secteur-là. Maintenant, reste à savoir que fera le gouvernement pour que ces sociétés qui prendront en charge désormais les nouvelles stations, pour qu'également les nouvelles compagnies d'essence et de carburant qui s'implantent un peu partout dans le pays puissent véritablement profiter, d'accord, de leurs installations alors que le Payor est encore là. Très bien. Oui, Josué. Je pense que la Sonacop est partie de sa plus belle mort. Ça a été une mort peut-être lente, mais ça a été une mort préparée par la société elle-même, parce que lorsque vous êtes une société de cette nature-là, que vous êtes implanté dans un milieu ou dans un pays où les gens n'ont pas le réflexe ou les habitudes d'aller se ravitailler à la station, je pense que l'idéal pour la société aurait été de travailler dans le temps à cultiver, à faire en sorte que la population puisse avoir le réflexe d'aller vers les stations de service. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce que vous allez observer que pendant longtemps, les Béninois n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se ravitailler dans les stations. La plupart des stations n'avaient quasiment jamais les produits. Ça venait à compte-gouttes, et quand ça venait, il y avait d'abord la casse des privilégiés qu'il faut servir. Vous voyez une station qui a peut-être été ravitaillée 2 heures de temps après, on vous dira qu'il n'y a plus de carburant, pendant que des véhicules de privilégiés passent et viennent. Donc je pense que une société qui a vocation nationale, qui a vocation à servir toute la population, ne peut pas se contenter, ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Lorsque pour ceux qui ont l'habitude d'aller à l'intérieur du pays, depuis quand même plus de 10 ans, un peu partout dans plusieurs localités du pays, vous avez des stations qui ne fonctionnaient plus. Des stations-service qui ont été transformées en marché, en lieu de vente de produits pour les bonnes dames, etc. Il y en existe dans plusieurs communes du pays. Ça, c'est pas récent, c'est depuis des années. Donc, on s'attendait à ce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, la société puisse s'écrouler. Je pense que c'est ce qui a fini par arriver. Fort heureusement, on n'a pas tout perdu, parce que
désormais, il y a 2 sociétés privées qui se partagent les stations, enfin, qui se partagent entre griffes, les stations de l'Est Sonacop. C'est heureux parce que c'est des dispositifs qui ont été mis en place et sur le long terme. Donc ça, je pense qu'il y avait un problème, il y a un problème sérieux, notamment environnemental, qui se poserait si ces stations-là allaient être liquidées sans qu'il y ait une mesure de reprise systématique. Je pense que c'est là peut-être que la décision du gouvernement de céder le patrimoine, tout au moins les stations de la Sonacop au privé, est à saluer. Ce qui est sûr aujourd'hui, on observe quand même qu'il y a de plus en plus de stations-service. Et le réflexe d'aller dans les stations-service commence par venir, même si ce n'est pas encore ça. Ce réflexe-là commence par venir. C'est vrai que la difficulté se trouve au niveau où l'essence de contrebande est rapidement disponible, malheureusement à moins de coûts comparativement à ce qui se vend dans les stations-service aujourd'hui. Pour moi, pour permettre à ces stations-là de pouvoir véritablement s'asseoir, c'est de faire en sorte que, à défaut que les prix s'équivalent, il faut tout au moins que le prix à la station soit même par rapport au niveau de ce qui est vendu au niveau de l'essence de contrebande. Je pense que dès que on en arrivera là, tout le monde aura le réflexe d'aller au niveau des stations-service. Donc c'est en ça qu'il faut saluer cette décision. Je ne vais pas revenir sur tout le périple douloureux que la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers a connu dans le temps. Mais aujourd'hui, toujours est-il que lorsque je pense que c'est 22 milliards de dettes. De dettes, oui, 22 milliards. Voilà, un peu moins de 23 milliards de dettes. Une partie, les chiffres que moi j'avais, c'était en 2016. Donc, ça a évolué. Donc, logiquement, vous observez qu'une société qui traîne une ardoise de cette nature-là, c'est quand même difficile pour la redresser, ça va mettre beaucoup plus de temps. Alors que dans le même temps, l'essence c'est quand même un produit de grande consommation dont le besoin se fait de plus en plus ressenti aujourd'hui. Et ce qui est heureux, c'est qu'il y en a parmi les privés, c'est pas pour faire de la publicité, il y en a parmi les privés qui ont quand même un système de distribution qui n'est pas moins moderne. Aujourd'hui, dans les stations-service, chez nous, on a la possibilité d'aller se faire servir avec une carte. Je pense qu'on est en train d'aller progressivement dans la modernisation et les maux, les tares, notamment de l'administration publique, qui ont conduit la Sonacop à cette situation-là. Je pense qu'avec ce système de modernisation-là, on va les éviter progressivement et c'est ce qui est à saluer de mon point de vue. Très bien. Cyriac. Non, en fait, c'est une décision à saluer. C'est vrai qu'on pouvait déjà s'attendre à ça au regard de l'hécatombe que représentait déjà la Sonacop, qui véritablement depuis bon nombre d'années ne comblait pas les attentes des Béninois. Mais les problèmes de la Sonacop, on peut quand même, disons, parvenir à la conclusion selon laquelle la Sonacop a eu quand même ce sort-là à cause du laxisme et de la mauvaise gestion des cadres de l'administration, puisque vous avez eu des gens qui se sont succédés avec quand même plusieurs plans de restructuration pour redresser cette maison, mais jamais quand même, disons, ça n'a jamais marché. Et pour la petite histoire, déjà autour de 2019, le gouvernement avait pris une décision qui consistait quand même, disons, à approvisionner quelques stations Sonacop. Ouais. Et j'ai pu remarquer qu'on interdisait l'usage des bons d'essence. Parce que l'on interdisait l'usage des bons d'essence, vous arrivez au niveau de n'importe quelle station Sonacop qui, jadis, n'avait pas de carburant lorsque vous amenez les bons d'essence. Toutes ces stations Sonacop étaient approvisionnées. Bien sûr. J'ai fait la remarque puisque déjà en 2015, à un poste de responsabilité, on nous avait demandé dans l'administration de faire le point de tous les bons d'essence qu'on avait à notre niveau parce qu'on voulait changer les tickets valeurs. Nous en avons remis, c'est-à-dire dans le ministère où je travaillais, en ce temps-là, nous en avions remis des millions et des millions de bons d'essence. Donc vous voyez à quel point, c'est-à-dire l'administration, quand même, disons, contribuait à anéantir l'existence d'une structure qui, en principe, devrait quand même satisfaire un temps soit peu, quand même, disons... Ceux qui ont géré, est-ce que vous avez parlé oui, en fait, c'est-à-dire... Mais en fait, écoutez, ce circuit des bons d'essence et autres là, ce n'était pas un circuit vertueux. Vous voyez, et puis il y avait quand même pas mal de mafia. Ce qui est évident, ça relève du passé aujourd'hui. Oui. Et l'autre aspect quand même de la situation nouvelle qu'il convient de souligner, c'est que aujourd'hui,
le fait d'avoir permis à ce que des stations privées et qui, quand même, disons, font leur preuve sur le territoire national puissent bénéficier d'une gestion, je dirais, en quelque sorte déléguée, puisque, bon, les infrastructures qui sont là reviennent à 2 groupes de stations, est quand même une très belle décision, puisque les infrastructures sont là, et qu'on le veuille ou pas, ce sont des investissements énormes que l'État a eu à consentir en son temps pour que ça se réalise. Par rapport à l'affluence que nous observons aujourd'hui au niveau des stations, surtout à Cotonou. En 2020, je pense que les autorités béninoises ont eu cette ingénieuse idée, d'harmoniser un tant soit peu le prix de l'essence à la pompe avec le prix de l'essence aux abords de nos rues. Et comment? Je me suis fait le plaisir de me rapprocher d'un monsieur qui vendait de l'essence au bord de la voie. Je dis, mais écoutez, pourquoi est-ce que chez vous, là, l'essence, là, c'est à 500? Et lorsqu'on passe partout, c'est à 500. Il m'a dit, monsieur, si vous mettez 300, là, les douaniers viennent, ils ramassent. Donc, l'État a repensé à la politique de répression contre l'essence frelatée. De sorte que, lorsque vous voyez l'essence aux abords des rues à 500 francs CFA, alors qu'au niveau de la station, c'est peut-être à 520 francs. 505. Et c'est peut-être... 505 francs. Oui, et à 505 francs, qui veut gâter la pompe de son véhicule, ou bien, quand même, disons, sa moto, vous vous dirigez directement vers les stations-service. Ce qui a fait que, quand même, disons, la concurrence au niveau des stations-service et au niveau, quand même, disons, de nos compatriotes qui s'adonnent à cette activité de vente de l'essence frelatée aux abords des voies, c'est-à-dire il y a eu un équilibre. Ce qui a permis aujourd'hui à tous les investisseurs dans ce secteur, dans le secteur pétrolier, quand même, d'essouffler un tant soit peu. Donc, je pense que la stratégie, elle a été véritablement bonne en ce sens où on avait assisté par le passé à une répression farouche contre les vendeurs d'essence. On allait saisir les produits pétroliers aux abords des voies, mais bon, ça ne donnait jamais le résultat. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour permettre à ces stations, comme vous l'avez dit, Félicien, de survivre, de pouvoir s'asseoir véritablement. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, il y a le réflexe d'aller vers les stations commence pas à venir progressivement. Le réflexe commence pas à venir parce que lorsque vous prenez par exemple la ville de Cotonou aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un seul quartier de Cotonou qui ne dispose pas d'une station. Je peux me tromper, mais je pense quand même que la plupart des quartiers de Cotonou aujourd'hui disposent de stations-service. Vous avez non seulement des stations-service, vous les avez à des emplacements qui sont très visibles, de telle sorte que lorsque parfois vous pouviez tomber en panne et à ne pas disposer, lorsque vous tombez en panne, vous saviez systématiquement que une station c'est peut-être à 1 heure de route ou à 1h30 de route de vous et que peut-être le prochain vendeur aux abords de la voie peut-être à 30 ou à 15 minutes de vous. Mais aujourd'hui, vous levez la tête, c'est sûr que vous voyez peut-être une station quelque part. Toujours. Donc, ça fait déjà que le réflexe d'aller vers le... Parce que la solution Parior, la solution de l'essence de contrebande était une solution, comment dire, enfin, les populations avaient cette solution-là parce que véritablement n'avaient pas le choix. Mais aujourd'hui, il y en a qui font systématiquement l'option de la station. Quel que soit le prix que l'essence coûte au niveau des contrebandiers ou des vendeurs aux abords des voies, il y en a qui font systématiquement l'option d'aller vers la station parce que, il sait que la station est à proximité, il sait que le produit est toujours disponible. Depuis ça quand même des années que vous ne pouvez plus aller dans une station-service et ne pas pouvoir disposer. Si dans une première station, vous n'avez pas, forcément la prochaine, vous avez le produit. Et c'est tellement que ça garantit aussi la sécurité du moteur. C'est pourquoi je vous disais qu'on allait vers l'essence aux abords des voies parce qu'on n'avait pas véritablement de solution. Mais aujourd'hui que la solution station existe et se veut de plus en plus pérenne, systématiquement, il y en a qui font l'option d'aller vers les stations. Je pense que l'essence aux abords des voies disparaîtra tout d'elle-même dès lors que le prix au niveau des stations-service va s'équilibrer pratiquement avec le prix auquel les vendeurs aux abords des voies cèdent le produit. Très bien. Je pose la même idée que Josué pour dire que moi je faisais partie de ceux qui combattaient, même le gouvernement actuel
pour donc avoir voulu réprimer les vendeurs d'essence paillot. Vous savez pourquoi? J'ai dit, mais si vous n'avez pas une solution de rechange pour les autres, pour les populations, pourquoi vouloir alors réprimer les gens et demander qu'on ne vende plus l'essence paillot? C'est vrai que c'est un secteur informel, et tout ce qui est informel, c'est qu'en réalité c'est pas régi par la loi, il ne faut pas l'encourager, et on sait qu'on enregistrait des cas d'incendie chaque fois sur nos voies et donc au niveau de certains dépôts de vente de l'essence paillot. Donc ce n'était pas normal. Toutefois, les populations n'avaient pas autre solution que celle-là. Mais aujourd'hui, du moment où les stations-service sont là, je pense qu'il n'y a plus d'arguments, il n'y aura plus d'arguments maintenant contre la répression du paillot. Et avant, par exemple, quand vous prenez tout le département du Koufou, c'est-à-dire les 6 communes, il n'y avait qu'une seule station service. Au moment où le gouvernement décidait de réprimer avec force, il dit bon d'accord, ces populations-là, qui certaines sont à 80 km, 70 km, mais lorsqu'elles tombent en panne sèche, les gens vont faire comment? Donc, mais aujourd'hui, avec la nouvelle politique, il y a des stations-service un peu partout. Parfois, on se dit, mais est-ce que les gens là pourront vendre après, même si on fait... Parce qu'il y en a parfois à 100 mètres entre... il y a 100 mètres entre deux stations-service. Avec ça là maintenant, non seulement le réflexe vient, mais c'est qu'il faut quand même finir par interdire l'essence de paillot. Parce que ceux qui le vendent ici, il faut aussi reconnaître qu'eux, ils vont l'acheter à la pompe au Nigeria, où ils payent des taxes. Mais ils viennent ici, ils vendent sans payer des taxes, alors qu'il y a des stations-service qui sont implantées là, c'est des charges. Il faut que, parce que tout ce dont nous bénéficions, nous devons contribuer à cela. Il n'y a rien qui soit gratuit dans un pays où nous n'avons pas de ressources naturelles pour construire le pays. Il ne peut pas avoir quelque chose qui soit gratuit. Donc, si les stations-service sont là, c'est nos frères et sœurs qui servent dans ces stations, c'est des emplois qui ont été créés, c'est des gens qui ont vendu leur domaine pour ça. Donc, à partir de cet instant, nous devons faire ce petit effort. Quand même le gouvernement aussi a cette obligation de faire l'effort de revoir un peu le prix, parce que tant que ça va être à 505, ça pourrait être difficile, d'accord? Là, je vais rejoindre Syria qui dit que le SMIC n'est pas suffisant. Ça pourrait être difficile pour les gens de débourser peut-être 5 000 francs pour avoir moins de 10 litres. Donc, le gouvernement certainement fera cet effort, mais il faut quand même réprimer ceux qui sont encore dans le secteur informel, puisque nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour aller vers les stations. Non, mais il ne faut pas prôner la répression pour la répression. Au-delà de tout, n'oubliez pas, il ne faut pas également perdre de vue que dans le secteur informel que nous semblons diaboliser, il y a quand même des emplois aussi, c'est beaucoup d'emplois. C'est des dizaines, des centaines de familles dans le pays. Des emplois sécurisés. Non, c'est pas des emplois sécurisés, justement. Non, c'est pas des incendies, mais c'est quand même des emplois. Et donc, pour moi, le plus important, lorsque on a décidé d'aller à la répression définitivement contre le produit, c'est de penser à la reconversion de ceux qui sont dans le secteur. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas une politique qui permette aux stations-service qui s'implantent, par exemple, de recruter du personnel parmi ceux qui vendaient l'essence aux abords de la voie? C'est une solution parmi tant d'autres. Mais toujours est-il qu'il faut penser à la reconversion de ceux qui, aujourd'hui, sont dans l'activité informelle de vente de produits pétroliers. Parce que si on ne le fait pas, on va peut-être régler un problème, mais tout en réglant ce problème-là, on va en créer d'autres et de plus sérieux. Parce que le type qui n'a plus d'emploi, le type qui n'a plus rien à manger, et vous connaissez un peu, je m'excuse de le dire sur un plateau de télévision, mais vous connaissez un peu la moralité de ceux qui opèrent dans ce secteur-là. C'est ça. Je pense que la politique de lutte progressive contre la vente de l'essence frelatée, elle est déjà en cours au Bénin. C'est peut-être parce que le gouvernement n'a pas fait l'option de communiquer véritablement autour, puisqu'il y a des politiques secrètement utilisées. Pour avoir travaillé avec des douaniers, j'ai pu comprendre que déjà à partir de 2019, le gouvernement a commencé par tasser de façon systématique l'essence frelatée, qui rentrait sur le territoire national. Secondo, lorsque l'on voit que le produit que vous vendez aux abords de la rue, que le prix est en dessous des 500 francs, dans tous les cas, c'est vrai qu'actuellement, quand même, disons, j'ai compris que la répression douanière qu'elle a un peu diminué, que c'est en dessous des 500 francs CFA, on ramasse tout ce que vous avez de façon systématique. Et ça, c'est une politique douanière. Et c'est surtout cette politique qui a favorisé l'implantation de plusieurs stations-service parce que les gens savaient que,
lorsqu'ils, quand même, disons, vendent leurs produits, qu'ils vendent ça, quand même, disons, à un prix presque identique à quelqu'un qui vend de l'essence frelatée aux abords des rues. Donc, moi, je voudrais beaucoup plus encourager le gouvernement, surtout, quand même, et les responsables douaniers, à continuer, quand même, sur cette voie-là, qui, d'une certaine façon, favorisera la disparition. J'ai une petite difficulté avec parce que je suis surpris. Je suis surpris d'entendre dire que les douaniers vont s'entendre avec. Non, parce que en fait, je ne suis pas. Non, ce que vous dites peut exister, mais je ne suis pas sûr que ça fasse partie des mesures formelles d'un service de douane ou de service financier qui consiste à dire à des vendeurs. Mettez le même prix que les stations, mais ne vendez pas à ce prix-là. Si vous faites ça, on vous laisse. Si vous ne faites pas ça, on ramasse vos produits. Je ne suis pas sûr. C'est de l'amateurisme. Non seulement c'est de l'amateurisme, je ne suis même pas sûr qu'un service financier crédible puisse aller dans cette sens d'arrangement. Nous allons évoluer, laisser passer à un autre sujet. Ce qui est sûr, les services concernés, les services opérationnels sont en train de réfléchir. Déjà, nous avons apprécié l'installation de nouvelles stations qui favoriserait l'approvisionnement, l'accessibilité à ces produits-là. Et donc, ils sont certainement en train de réfléchir à toutes ces politiques. Nous n'allons pas peut-être mettre ici au grand jour les quelques stratégies que les gens ont mises en place. Peut-être que ça apporterait un coup à l'évolution des choses. Si vous le permettez, nous en avons parlé suffisamment. Nous allons évoluer. Nous restons avec Josué pour écouter son sujet. Oui, j'avais voulu qu'on parle un peu de notre équipe nationale de football parce que cette actualité-là nous a quand même suffisamment secoué. On a longtemps attendu la décision de la CAF et du tribunal arbitral du sport. Et quand la décision finalement elle a été rendue, moi particulièrement j'ai été, je vais dire, très déçu de constater que tout ce que le Bénin portait comme doléance n'a pas pu prospérer. J'ai été déçu, non pas parce que c'est une décision de gens qui a été rendue, mais j'ai été déçu de constater que nous enfermons un peu trop chez nous dans notre tour d'ivoire sans voir la réalité des choses. Parce que lorsque j'ai suivi quand même un peu les commentaires de la presse sportive chez nous, tout le monde était dans une sorte de, je vais dire, nous étions dans une certaine satisfaction, à savoir que tout le monde se disait que d'une manière ou d'une autre, la décision qui allait être rendue allait être une décision favorable au Bénin parce que le Bénin a été brimé, le Bénin a été lésé d'une certaine manière à Freetown. Ce n'est pas faux. Mais dans le même temps, la décision que vient de rendre que les instances supérieures du football prouve que notre football a encore du chemin à faire. Que les dirigeants que nous avons ne sont pas véritablement inféodés au vrai lobby qui gère le football. Parce que lorsque vous observez un peu la manière dont la Sierra Leone a conduit ce dossier-là, vous vous rendez compte que je ne le dis pas pour minimiser les résultats de la fédération chez nous, mais la présidente de la fédération Sierra Leonaise de football a quand même prouvé sur toute la ligne qu'elle a un lobby et qu'elle a un lobby qui est assez puissant, qui est assez fort. Tout le monde doit s'accorder que la décision qui a été rendue a été une décision défavorable pour le Bénin, mais sur toute la ligne. Parce qu'on a déclaré nos joueurs positifs au test de Covid, alors que par la suite, tout le monde a quand même pu observer que la décision qui a été rendue a été une décision de tricherie, que les autorités, en tout cas que la Sierra Leone ou que certains acteurs sur la chaîne ont essayé de jouer avec le mental de notre équipe nationale, de notre délégation, de jouer avec la crédibilité même de nos joueurs, et par la suite on a pu l'observer. Mais malheureusement, dans la conduite de si on peut l'appeler ainsi, de cette affaire-là, j'ai observé que nous souffrons encore chez nous d'un manque de lobby, d'un lobby fort, d'un lobby puissant qui puisse à un moment donné se mettre en branle, se mettre à nos services et aider à ce que nous puissions avoir gain de cause sur certains sujets ou sur certaines affaires. L'essentiel, c'est que ça se décidera désormais en terrain neutre sur l'aire de jeu, alors que ça aurait pu se passer autrement pour les nôtres. On espère que la victoire se finira par être notre, que justice nous sera rendue et que notre équipe pourra se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est rien. Nous souhaitons bonne chance aux écureuils du Bénin
qui sont confrontés à cette situation, premièrement à cause de leurs divers contre-performances, et notamment par rapport contre le Nigeria, dans le match contre le Nigeria, mais aussi au match aller contre la Sierra Leone ici. Vous voyez, donc où nous n'avons pas pu obtenir un meilleur résultat. Ce qu'il convient aussi de souligner, c'est le fait que aujourd'hui, les dirigeants du football béninois, puisque je l'avais écrit dans ma parution d'il y a 1 mois et demi, je crois, et puis bon, les gens se sont mis à m'appeler pour dire pourquoi est-ce que tu vas écrire ça lorsque la décision de la CAF est sortie, où j'ai dit que d'autres dirigeants de la fédération béninoise nous auraient obtenu un meilleur résultat. Et ça, c'est vrai. On a eu des cas où par le passé, le Bénin a été suspendu à cause quand même, disons, des questions peut-être d'agression à l'intérieur de notre stade, ou bien quand même, disons, à cause du non-respect de l'effectif, de l'effectif que devrait avoir le stade, ou bien pour des questions d'ingérence. Mais le président de la Fédération béninoise de football qu'on avait eu en ce temps, il faisait tout pour que le Bénin s'en sorte. Et lorsque l'on parle du football qui, au-delà de tout, est une mafia, c'est qu'on ne vient pas forcément là, et lorsque vous savez que vous avez tous les éléments à votre disposition pour pouvoir obtenir gain de cause, et puis pour quand même, disons, rester tranquille. Non. Pourquoi? Les footballeurs béninois ont été déclarés porteurs de Covid à Freetown. Déclarés porteurs de Covid. Ces joueurs sont revenus à Cotonou. Ils ont fait les tests. Les résultats ont été négatifs. Une fois arrivés dans leur club, le test a encore été fait. Et ces joueurs, les week-ends d'après, ont pu jouer les matchs dans leurs divers clubs. Quel a été le lobby de la fédération béninoise avec les clubs de ces divers joueurs-là pour pouvoir porter quand même, disons, la plainte devant la CAF? Quel a été ce lobby-là? Je ne crois pas que quand même, disons, nous ayons pris véritablement la peine, quand même, disons, c'est que d'intégrer ces clubs français-là à ce lobby-là. Secondo, même si au niveau des médias internationaux, tout le monde s'attendait à ce que le Bénin puisse avoir gain de cause. Oui. Mais si vous ne portez pas bien vos argumentaires, le meilleur juge de ce monde ne vous accordera pas vraiment raison. Certainement qu'ils l'ont. Seconde partie. Nous n'étions pas là, peut-être ils l'ont fait. Seconde partie, oui. C'est que il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions savoir que si éventuellement, et je ne le souhaite pas d'ailleurs, et je prie le bon Dieu pour que cela n'arrive pas, je prie le bon Dieu pour que le lundi, qu'on puisse gagner. Mais qu'on le veuille ou pas, le Bénin ne peut pas participer à une Coupe d'Afrique des Nations, finir, aller jusqu'en quart de finale et être pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier pays à pouvoir concourir pour avoir le tout dernier ticket. Il y a déjà un problème de contre-performance, ce qui voudrait dire qu'on est resté trop dans l'autosatisfaction. On a fini une Coupe d'Afrique où on a été en quart de finale, donc c'est fini. Et puis bon, il n'y a plus une politique de suivi. D'accord. Très bien, merci Félicien, puisque nous sommes pratiquement à moins de, je dirais, 4 minutes. Je pense que les confrères ont touché quand même un point très important de ce sujet. Si nous tentons donc de le dire, on risque peut-être d'écorcher des gens, alors que c'est de la vérité. Nous pensons que les autorités du football béninois certainement ont suivi ce qui a été dit sur ce plateau et les commentaires qui ont été faits au cours de la semaine. Et je suis sûr que tout comme nous, les autorités de la fédération ont pris bonne note également qu'il faut désormais faire partie des lobbies, qu'il faut désormais faire bouger les choses, qu'il faut menacer, pourquoi pas, pour que des décisions du genre, même si elles ne vont pas être en notre faveur, mais il fallait quand même qu'on pénalise, qu'on sanctionne la Sierra Leone, parce que s'ils ont fait tous, ils ont fait subir tout cela à notre équipe. Déjà le match, c'est une sorte de punition pour la Sierra Leone. Non, je ne crois pas. Ils ont eu le temps de se préparer parce que c'est des gens qui n'étaient pas prêts, certainement. Ouais. Ce qu'ils ont fait subir à nos joueurs, qui ont dû même uriner dans les bidons, dans des trucs, qui ont souffert tout avant de revenir, s'ils nous ont fait tout ça, là, le Bénin a dépensé pour qu'on ne joue pas, et que cette décision a été rendue sans aucune sanction contre la Sierra Leone, à défaut de nous donner un avantage. C'est une décision je pense que ce n'est pas du tout bien. Et moi, je voudrais féliciter le président de la FBF pour les efforts qu'il fait depuis. Et oui, parce que depuis qu'il est là, il faut avouer que les choses ont changé, notre foot évolue très bien.
même si sur ce plan, il reste encore à faire, il faut quand même saluer ce qu'il fait comme travail et il faut le soutenir. Demain, le match aura lieu et moi, je crois que notre équipe va gagner. Moi, je ne suis pas dans la satisfaction comme vous. C'est vrai que le souhait de tout Béninois, c'est que demain, notre équipe puisse gagner parce que c'est quand même difficile de concevoir qu'à la dernière CAN, nous ayons raté la demi-finale de très près et que pour la CAN suivante, nous n'y soyons pas. C'est difficile à accepter, à concevoir, mais je ne suis pas dans la même satisfaction que vous pour dire que le foot avance avec la merci Josué du service public de la nation. Merci à vous, Syriac. Merci, Félicien Fayon. Merci. De toutes les façons, tous les regards sont tournés vers Conakry demain où nous allons souhaiter la victoire à nos écureuils. Nous avons envie de participer au Cameroun 2021. Mesdames et messieurs, merci. Dimanche, c'est politique se poursuit juste après nous. Le bulletin de l'information, et puis après le débrief. Merci d'être en notre compagnie dimanche prochain pour un autre plateau de l'hebdo des éditorialistes.